Mois de mars, mois dédié aux droits de femmes. Mois de mars, regard sur la femme. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments devant vos postes téléviseurs ou devant vos téléphones. Nous sommes regard sur la femme. Une émission qui a pour objectif de mettre en lumière toutes ces femmes qui excellent dans tel ou tel autre domaine. Et surtout pendant cette période de mars, qui est une période pendant laquelle il est l'occasion de mettre en lumière ces femmes qui excellent dans les réalisations, dans tout le domaine possible. Nous savons que dans notre société, il y a ces femmes-là qui inspirent, les femmes qui sont des antidotes, des antivaleurs dans notre société. Alors aujourd'hui encore, nous avons choisi pour vous l'une d'entre elles, celle qui inspire sa génération, celle qui est la plus montante, celle qui est presque de la nouvelle génération, mais qui aujourd'hui déjà est un modèle pour les autres. Vous allez la découvrir dans cette émission. Certainement, vous ne savez pas de qui il s'agit, vous n'allez même pas vous imaginer que c'est elle, mais vous allez quand même l'écouter, l'entendre, connaître ses facettes cachées. Elle donne la force, elle motive, mais dans les coulisses, elle a une vie, elle a un parcours, elle a des ambitions, des objectifs. Elle a connu des difficultés, mais elle continue quand même à garder la tête haute et à inspirer sa génération. Oui, il s'agit d'elle. Vous allez la découvrir dans cette émission, mais je ne voudrais pas d'abord vous la montrer. Nous sommes pendant le mois de mars, c'est mois qui est dédié aux droits des femmes. Beaucoup ne connaissent pas l'origine de ces mois, de ces jours aussi dédiés, parce que c'était parti du mois de femmes et aussi le 8 mars qui a été consacré comme le mois de reconnaissance de droits de femmes. Nous allons dans cet élément que je vous propose à présent, à titre de rappel, vous montrer d'où est venu ces jours. Comment a été pris, comment cette décision a été prise pour qu'aujourd'hui on parle du mois de mars comme mois de droits des femmes et aussi du 8 mars comme mois dédié aux femmes. Suivons cet élément et avec nous, nous allons nous retrouver tout à l'heure et je vais vous faire découvrir mon invité du jour. Les mois de la femme trouvent ses racines dans le mouvement féministe du début du XXe siècle. En 1908, deux femmes manifestaient à New York pour revendiquer le droit de vote, des meilleures conditions de travail et la fin du travail des enfants. En 1910, la Conférence internationale de femmes socialistes tenue à Copenhague propose de célébrer une journée internationale de la femme. Ce n'est qu'en 1977 que les Nations Unies officialisent le 8 mars comme journée internationale de la femme. Promouvoir l'égalité des sexes, les différentes actions et campagnes soulignent la nécessité de garantir l'égalité de droits entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie. Célébrer les réalisations de femmes, ces mois est l'occasion de mettre en lumière les contributions de femmes dans l'histoire, la science, l'art, la politique et bien d'autres domaines. Et enfin, sensibiliser aux luttes encore à mener. Malgré le progrès réalisé, de nombreuses femmes dans le monde continuent de faire face à des discriminations, à des violences et à des inégalités. Le mois de la femme est une période essentielle pour encourager la réflexion, l'action et la solidarité. Il nous rappelle que même si des avancées ont été faites, il reste encore beaucoup à accomplir pour assurer l'égalité des sexes dans le monde entier. En célébrant les forces et les luttes de femmes, nous ouvrons la voie à un avenir plus juste et équitable pour tous. Le mois de mars, comme vous l'avez suivi dans cet élément, étant une période dédiée à la reconnaissance des réalisations de femmes dans divers domaines. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'une femme qui excelle aussi dans ses réalisations. Elle s'appelle Mimi Zena, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Rachel Messenga. Vous allez bien? Très très bien et merci pour votre invitation. Oui, c'est un plaisir, hein? Surtout les téléspectateurs qui voient « Oh, c'est Mimi Zena !» Oui, je vois, c'est pas souvent facile de rencontrer des journalistes qui sont là pour poser des questions, mais qui cette fois-là se mettent à la place des interrogés pour se laisser
poser des questions et répondre à certaines préoccupations. Et aujourd'hui, vous avez suivi l'élément avec nous du combat de la femme. Celles qui ont perdu leur vie parce qu'elles voulaient lutter pour leurs droits. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir suivi cet élément, nous rappelons l'origine de ces mois de mars, dédiés aux droits de femmes et aussi du 8 mars. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes reconnaissent toujours ces mois comme le mois de droit ou juste un mois de célébration? Oui, c'est une très bonne question. Oui, les femmes reconnaissent que ce mois, c'est un mois dédié à leurs droits. Et le jour ou la journée du 8 mars est une journée dédiée à la commémoration des droits des femmes dans le monde entier. Oui. Je pourrais dire en même temps non, non pas parce qu'elles ne veulent pas, non parce qu'elles, pour certaines, elles ne sont pas encore informées. Elles n'ont pas encore avec elles, elles ne détiennent pas encore l'information sur la quintessence, la valeur, l'importance de cette journée. Et dès lors qu'une femme est sensibilisée sur l'existence de ses droits, dès lors qu'une femme est sensibilisée sur le pourquoi nous célébrons tous les 8 mars de chaque année, les mois ou la journée de la femme prend conscience et elle commence à faire la même chose, à célébrer et à sensibiliser. Je pense que je peux dire oui et non en même temps, mais c'est juste question pour chaque société de pouvoir vulgariser, en parler, sensibiliser pour que la femme déjà elle-même, elle prend l'engagement surtout pour des choses qui lui sont personnelles, qui lui concernent, elle prend des engagements personnels. Donc, si une femme est informée sur l'existence de ses droits, je ne vois pas pourquoi elle ne va pas s'y donner ou elle ne va pas entrer en musique. Et est-ce que vous entendez parler apparemment en République démocratique du Congo, la sensibilisation n'est pas suffisamment faite? Bon, en tant que journaliste, hein, je ne pourrais pas répondre sur base d'une réflexion ou bien de manière impulsive. Il faut toujours que je puisse avoir un sondage, s'il y a un sondage qui a été fait, pour savoir que si en RDC cela se fait ou non. Mais je pense que pour le compte de la République démocratique du Congo, nous avons fait un grand pas. Okay. Nous avons fait un grand pas aujourd'hui. À l'époque, je me rappelle quand j'étais toute petite, je voyais des personnes qui célébraient la journée de la femme en mettant des pannes. C'est vrai, les pannes, c'est un outil. C'était un jour dédié au port du pan. Oui, bon, quand j'étais petite, c'était comme ça. C'est vrai, le pan, c'est un outil de sensibilisation. Ce n'est pas un outil qu'on met le jour de la célébration des droits des femmes pour fêter, non. Pas forcément pour fêter, parce que toute l'année, nous portons des pannes. Évidemment. Nous mettons des pannes. Il y a nos mamans, nos soeurs. Tout le monde peut mettre un panne. Mais si le 8 mars, nous mettons un panne, ça veut dire que nous voulons faire passer un message. Ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, s'il y a une femme qui est sensibilisée, s'il y a une femme qui met un panne, qui va faire un défilé, c'est parce qu'elle a été sensibilisée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait sur le plan gouvernemental. Mais je ne peux pas donner ici les chiffres si je n'ai pas fait un sondage ou une analyse systématique. Alors, il y a pour ces mois deux thèmes, un thème national et un thème international qui ont été retenus. Pour le thème international 2025, il y a pour toutes les femmes et les filles droit, égalité et autonomisation. Et pour le thème national 2025, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Madame Mimi Zena, pouvez-vous essayer un peu de nous expliquer comment vous, personnellement, vous avez compris ces deux thèmes-là? Oui, bon, c'est un thème qui est très important, que moi, moi-même, personnellement, j'apprécie quand on aborde la question sur l'autonomisation de la femme et l'égalité de la femme. Parce qu'aujourd'hui, à mon humble avis, je pense que les sociétés qui se sont bien développées, ce sont des sociétés qui ont appliqué l'égalité entre hommes et femmes dans leur communauté. L'égalité entre hommes et femmes est un moteur de développement. Okay. Pourquoi? Parce que en ces temps-là, on a besoin des compétences. On n'a pas besoin de voir que c'est une femme et physiquement, parce que normalement, entre une femme et un homme, c'est différent. Il n'y a pas d'égalité. Le corps de l'homme n'est pas égal au corps de la femme. Okay. Mais quand on parle de l'égalité, souvent j'aime aussi ajouter à cela l'équité. Ça veut dire donner à chacun ce qu'il lui faut
en ce moment-là. L'équité, c'est pas que vous donnez à une personne 10 et à l'autre 10. Ça veut dire qu'on est à égalité. Non. Peut-être que l'autre, pour ses compétences, a besoin de 20. Ça veut dire donner ce qu'il faut à la personne qu'il faut. Donc, on peut donner à une femme qui, du reste, est compétente et peut être encore plus compétente que l'homme. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de cerveau humain femme et les cerveaux humains hommes. En tout cas, sur le plan physique, je suis en train de dire, je le répète, parce qu'il y aura des scientifiques qui viendront dire. Sur le plan physique, je sais que c'est possible. Mais sur le plan réflexion, sur le plan de compétences, une femme peut développer des compétences meilleures que celles de l'homme. Donc, quand on aborde un thème sur l'égalité et sur l'équité, je pense que c'est un moteur de développement. Ça s'est passé comme ça à l'étranger. Aujourd'hui, on voit sous d'autres cieux, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes médecins, il y a des femmes... Ça ne nous étonne même plus. Ok. En Europe, tu peux voir une femme qui va faire un voyage sur la Lune. Donc, ça ne nous étonne pas. C'est une société qui s'est impliquée, qui s'est organisée pour que ça soit la chance... pour que la chance soit donnée à tout le monde, afin que tout le monde puisse donner ce qu'il peut. Mais pour le compte de la République démocratique du Congo, on a dit autonomisation de la femme. Il y a la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Oui, je dis, c'est un très bon thème. La Congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est pas seulement en 2025. Okay. La Congolaise a toujours été au centre de toutes les ambitions, mais pas mise comme on veut la mettre aujourd'hui. Parce que c'est la Congolaise qui a fait fonctionner cette société que nous avons aujourd'hui, depuis l'époque coloniale. C'est elle qui partait, je pourrais même dire avant même la colonisation, c'est elle qui partait au champ, c'est elle qui cultivait, c'est elle qui pilait les maïs, elle pilait les pondous, elle faisait tout, c'est elle qui éduquait les enfants, c'est elle qui s'occupait du mari, c'est elle qui faisait tout. C'était une femme ambitieuse. Bien que ses ambitions étaient limitées à sa société, à sa communauté. On ne lui a pas donné toutes les chances possibles. Hein? Oui, elle n'a pas peut-être eu des chances. Quand on parle des chances possibles aujourd'hui, c'est par exemple envoyer une femme à l'école, envoyer une fille, hein, je vais le dire comme ça, une femme et fille à l'école, ou donner de la place dans une société pour qu'elle puisse travailler. Je dis que c'est une socialisation en fait, c'est partie de notre société. Déjà, il fallait voir quand... il fallait envoyer des enfants à l'école. Si vous êtes dans une famille, dans le contexte d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, s'il fallait envoyer des enfants à l'école, on envoyait des garçons. On disait non, lui au moins il va devenir PDG, il va devenir médecin, il va devenir aider enseignant, la famille, il va aider c'est important dans la toi, société. Tu vas aller en mariage. Oui. On va te prendre. C'était ça la finalité. Voilà. Toi, un homme va te prendre, tu iras en mariage, donc tu ne seras rien pour la famille. C'est dans notre cerveau. C'est comme ça, on nous dit. Et puis la femme, quand la fille, la jeune fille, la petite fille, quand elle est en train d'être éduquée, elle sait, bon, on lui dit toujours, yo, il faut sur la bassani. Pourtant, on la prépare au mariage. Donc, quand elle, voilà, depuis la naissance, on la prépare pas pour la société, pas pour qu'elle devienne utile dans la société. Bonne épouse. Alors, quand on dit au centre de toutes les ambitions, ça veut dire qu'on doit changer les ambitions, même à partir de l'enfance. Les ambitions même des enfants, à partir du moment il faut qu'on dise à nos enfants que tu peux être comme Madame Judith Souminois. Pourquoi tu peux être comme... Il faut aussi montrer à l'enfant qu'est-ce que cette dame a fait. Il faut parler du parcours de cette femme. Aujourd'hui, on parle de Madame Thérèse Kaikwamba qui fait la fierté de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. C'est une femme aussi. Exactement. Quand on parle des femmes exemplaires, il faut qu'on parle du parcours. Évidemment. Il faut qu'on dise qu'elle est passée par là. Donc, donner des repères pour que les autres puissent emboîter les pas. Parce que c'est ça, mettre une femme... au centre des ambitions, c'est ouvrir les repères, ouvrir les voies pour qu'elle sache par où passer. On ne peut pas dire qu'on va mettre une femme au centre de toute ambition si on ne la montre pas la voie, si on ne l'amène pas à l'école, elle n'est pas éduquée, elle n'est pas instruite. L'éducation, j'ai parlé à la maison déjà, l'enfant a été éduqué comment. Elle a reçu cette éducation, elle a grandi avec. Alors si vous donnez la bonne éducation, elle va grandir avec et la société sera autant. Ça même, je parle de la famille. Mais si je vois les milieux carcérales, par exemple, je prends vraiment l'opposé à l'autre côté. Si je prends les milieux carcérales, comment sont gérées
les femmes dans les milieux carcérales, presque abandonnées. Elles font quoi dans les milieux, à part se tresser les cheveux dans la prison? Il y a des femmes qui ont fait des crimes, c'est vrai, mais la société n'a pas opté pour les abandonner, pour les tuer. La société a opté pour les rééduquer. On les met dans les milieux carcérales, mais est-ce qu'elles obtiennent une éducation? Après la prison, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'on les réintègre dans la société? Qu'est-ce qu'elles la deviennent grande après la question prison? moi, en tout cas, la grande question, ce qui me préoccupe de toute ma vie, ce sont les femmes qui viennent de la prison. Qu'est-ce qu'elles deviennent? J'ai jamais su. C'est une question que je m'aimerais peut-être demain poser au ministre de la Justice. Je voudrais peut-être faire une émission avec une femme qui vient de la prison pour voir ce qu'elle est devenue. Parce que là, elle a tout perdu. Il n'y a pas son de repère. Image, Il n'y a pas de repère. Elle n'a pas de repère, sa santé. Elle est détruite. Elle est vraiment détruite. Alors, quand on dit la femme au centre de toute ambition, ça veut dire on ne peut rien faire sans penser à l'adolescente, sans penser à la jeune fille, sans penser à la femme. Donc, tous les projets qui seront pris, qui seront mis en œuvre et les partenaires au développement dans notre pays, on doit toujours avoir des programmes pour éduquer les femmes, pour les préparer à devenir des personnes dans la société. C'est comme ça qu'elles vont ambitionner. Même moi, je suis journaliste aujourd'hui parce que j'ai ambitionné. J'avais des ambitions. Je voulais être une journaliste. Je voulais être. C'était des ambitions, mais après ça, je me suis fait des repères. Parce que tu veux devenir journaliste, tu seras comme qui? C'est ça. Tu seras qui demain? Tu vas suivre le chemin de qui? Et c'est comme ça. Et pour ça, j'avais besoin de quoi? Une éducation. Je suis allée à l'école, je suis allée à l'université, je me suis auto-formée, j'ai regardé. Tout ce que j'ai fait, c'était des ambitions personnelles. Mais quand c'est les thèmes de l'État, ça veut dire que l'État aussi a des choses à mettre en œuvre pour concrétiser. C'est ça même la question que j'aimerais vous poser en tant que journaliste. Vous êtes dans la société congolaise, avoir déjà ces thèmes. Comment est-ce que l'État peut s'organiser pour accompagner la femme et qu'elle soit réellement, parce qu'on parle de réellement, que ce ne soit pas juste un thème des écrits, de verbalement, qui va tomber, et puis qu'est-ce que l'État doit faire concrètement pour que la femme soit au centre de toutes les ambitions? Bon, ça c'est... Je pense que c'est une des meilleures des questions qu'on doit poser aux responsables des services. Parce que chaque année, on amène des thèmes et tout, mais... chaque année, on amène des thèmes. Mais moi, en tant que citoyenne, je peux aussi donner mes avis, mes idées. Ce que je suis en train de dire là, je suis en train de parler de l'éducation. Et quelle éducation? L'éducation, ce n'est pas seulement l'instruction. L'enfant va aller apprendre les théorèmes de Pythagore. L'enfant doit aller apprendre delta égale ceci. Non. L'enfant doit aussi apprendre comme ça se passe à l'étranger, les enfants chinois, les enfants américains. Il est né, il grandit, déjà, quand il grandit, c'est comme une tablette qui est vide, c'est comme un smartphone qui est vide. Il faut mettre des choses, il faut mettre des dates, des données, des informations. C'est l'État qui met des informations pour la qualité des citoyens qu'il veut avoir dans 10 ans. Mais on dirait qu'aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Oui. On amène toutes les filles à l'école. Dans la gratuité de l'enseignement, il faut faire le suivi. C'est une très bonne chose. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de filles par rapport aux années antérieures qui vont à l'école. Mais il faut faire le suivi. Comme je dis, ce n'est pas seulement l'instruction. Parce que ça, on va apprendre à l'enfant la géographie, l'histoire. Mais aussi donner une orientation particulière à chaque enfant. L'enfant doit être suivi à la maison, à l'école, peut-être à l'église, ça c'est fait, pour qu'il puisse avoir un modèle, un objectif de toute sa vie. J'ai vu des enfants depuis à l'âge de 6 ans. La petite fille était danseuse, majorette. Jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue une grande danseuse mondiale. On ne peut pas organiser un événement dans le monde sans l'inviter. Elle n'est pas devenue danseuse à 34 ans. Okay. Non, elle a commencé depuis l'âge de 4 ans. On voit des enfants chinois, techniciens, qui aujourd'hui nous construisent des choses énormes. Des bateaux, J'ai suivi même un homme qui a été présenté au président sud-africain, un véhicule sophistiqué. C'est qui vient de la Zambie. Ces jeunes, dans son histoire, il a commencé à dire qu'à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à bricoler dans la maison de mon père. Dans son bas âge. Il a
perdu ses parents, c'est un orphelin. Malgré cela, mais comme l'ambition existe, ça c'est un thème très magique. Je le dis, si vraiment en 2025, on met en œuvre ces thèmes-là, ça va changer beaucoup de choses. Parce que l'ambition, c'est la seule motivation qu'une personne peut avoir dans la vie. Que tu dormes, que tu te réveilles, que tu sois malade, que tu perdes tes parents ou qu'ils soient vivants, que tu aies de l'argent. Si tu ambitionnes devenir tel dans la vie... C'est une responsabilité personnelle, Mimi Zena. Où oui, il faut qu'on donne mais toujours on peut aussi la responsabilité à l'État, le parent. L'État peut booster les ambitions des quoi enfants. faisons Par exemple, on a des génies en RDC, ils sont nombreux. On a des enfants qui te fabriquent des choses, tu passes dans la rue, tu le vois, il est toujours dans la rue, tu le trouves là, tous les temps, il est toujours dans la rue. Mais il n'y a aucune, et je dis bien aucune structure ou aucun mécanisme qui peut servir de récupération Évidemment. de tous ces talents et de les orienter, de canaliser ces talents. Ce sont ces gens qui vont venir demain nous construire des véhicules à 500 000 $, à 1 million de $. Mais ce sont des talents, l'intelligence, des compétences, des ambitions que nous sommes en train de bafouer. Et malheureusement, ils sont beaucoup. Vous allez à Tchangou, vous allez à... Ils sont nombreux, ils fabriquent des choses merveilleusement bien, mais les ambitions ne sont pas canalisées. Comme vous l'avez dit, il y a ces personnes-là qu'on doit en tout cas encadrer. Ils doivent avoir des ambitions. C'est vraiment un thème magique. Je reviens sur vous, Mimi Zena, puisque c'est vous que nous avons sur ces plateaux. Beaucoup s'inspirent aussi de vous, de ce que vous faites. Ils vous voient sur Internet, à la télévision. Ils voient ce que vous êtes devenu, mais ne connaissent pas trop votre parcours. Je pense qu'on peut aussi parler de vous. Qui est Mimi Zena? Bon, je n'aime pas trop parler de moi, parce que c'est pas facile qu'une personne puisse parler de soi. En tout cas, c'est pas facile qu'une personne puisse parler de son parcours. Et bon, pour votre émission, et qui est parmi les meilleures émissions en RDC, où on reçoit des femmes qui viennent défendre, qui viennent parler, ça sera une exclusivité, parce que j'ai jamais parlé de mon parcours avant, tout ça. Moi, j'ai eu un parcours vraiment pas trop extravagant, très simple. Je suis partie d'une idée un jour de devenir médecin, parce que ma mère, c'était un corps médical, elle est, bien qu'elle est en pension, mais un corps médical. Alors je disais que je voudrais être comme ma mère, parce que je suis une fille unique. C'était dès votre bas âge? Oui, je suis fille unique, et en tout cas, je copie ma mère textuellement. Je dis, bon, comme c'est un corps médical, moi je vais être médecin, je vais être docteur. Mais il y avait, dans l'observation de mes parents, il y avait quelque chose qui tiquait. Chaque fois que je passais et que je trouvais, si par exemple je rencontre un accident, il y a une personne qui s'est fait écraser par une voiture ou quoi, que je connaisse la personne ou pas, je serais affectée directement. Je peux même faire 2 jours sans manger, parce que je pense à la plaie que j'ai vue. Sans rien dire. Donc on me présente à manger, je dis non, je ne mange pas, j'ai pitié de ce papa là, j'ai vu son œil sortir. En tout cas, c'était comme ça. Ça m'a traumatisé quand j'étais enfant. Alors un jour, ma mère m'a dit, tu ambitionnes de devenir médecin, là-bas tu vas avoir des cas plus difficiles que ça. Tu vas avoir des cerveaux dehors, tu vas avoir des cœurs. C'est maintenant le moment de faire ton choix. Est-ce que tu veux devenir médecin? Ça, ce sont des ambitions qui ont été canalisées. Ok. Tu vois, ma mère me dit, est-ce que tu veux vraiment devenir médecin, ou tu peux changer et voir d'autres capacités que tu as en toi, que tu pourrais mettre en œuvre pour devenir quelqu'un dans la vie? Et c'est ma mère qui m'a dit, toi tu parles beaucoup. Tu es trop bavarde. Ah, c'est depuis le bas âge. Oui, tu parles beaucoup, tu es toujours en mouvement, tu montes, tu descends comme quelqu'un qui est en reportage. C'est mieux que tu passes ta vie à aller en reportage. Donc vous avez été recadré. C'est ma mère qui m'a orientée pour que je sois aujourd'hui la journaliste que vous voyez. Et je suis allée, je ne vais pas parler, je ne voudrais pas vraiment le citer, mais je vais le citer. C'est la première personne qui m'a donné le micro. Aujourd'hui, il est président de CESAC. Ok. On a habité dans le même quartier, on a grandi ensemble. Il est président du CESAC, aujourd'hui je salue là où il est. C'est la première personne qui m'a donné le micro pour pouvoir parler à CCTV. Ok. À CCTV, c'était en province, et à la radio Liberté.
Parce que lui, c'était une star de la radio. Il parlait à la radio et la télé est venue pour la première fois dans notre ville, là où on habitait. Et alors, il m'a dit, non, toi, tu parles bien avec ton petit français là, viens t'exprimer ici. Et c'est là que je commençais, tu vois, il faut avoir des gens qui t'orientent. Peut-être s'il ne m'avait pas donné le micro, peut-être ça allait être quelqu'un qui allait me donner un stylo, j'allais commencer à écrire, tout. Ça allait être journaliste. De toute manière, ça serait toujours une journaliste, mais peut-être dans autre chose. Et j'ai commencé à parler. Après, je me suis commencé à chercher des repères. Tous les temps, les gens me parlaient de Madame Chantal Kanimbo, qui, elle, était journaliste, une référence pour tout le monde. Mais moi, je dis que cette femme n'était pas une référence pour moi, parce que je ne la connaissais pas. Quand elle passait à la radio, à la télé, je ne l'avais jamais vue à la télé. Mais moi, j'entendais parler de ça. Et moi, je me cherchais en elle. Je ne me retrouvais pas. Parce que tout le monde citait, peut-être c'était la même génération. Ce n'était pas ma génération. Donc, je ne la connaissais pas. Et j'ai commencé à vivre comme ça. En tout cas, ce n'était pas facile d'être journaliste. Je piquais partout. Je suis allée dans plusieurs chaînes ici. Et après, je suis allée dans une chaîne là où j'ai prié Dieu. Mon pasteur m'a dit, non, on peut prendre la petite, elle s'exprime bien, on m'a donné un espace. Et là, j'ai rencontré une personne. C'est à cause de ça que je dis, je suis une femme, mais mon modèle n'est pas forcément une femme. Vous avez pour modèle un homme. Mon modèle professionnel, c'est un homme. Il s'agit de qui? Je vais citer son nom. Mon modèle professionnel, c'est un homme. Donc, ça n'a rien à voir avec la féminité, rien à voir. Alors, c'était lui le coordonnateur de la chaîne à l'époque, là où moi je travaillais. Et je l'observais beaucoup. Chaque fois qu'il venait, c'était une personne qui avait trop de rigueur. Donc, quand il débarque, vous avez comme l'impression de voir un lion, un petit dieu. Il était comme ça. Il avait sa façon de s'habiller. Il avait ses manières. Et moi, j'étais façonnée par ça parce que j'ai bien dit ici que j'ai sillonné plus de 10 chaînes de télévision à Kinshasa. J'ai rencontré des DG, j'ai rencontré des coordonnateurs, beaucoup de gens. Et lui, c'était pour moi la première fois de voir là-bas en tant que coordonnateur. Il avait sa façon de parler. Chaque fois qu'il avait réunion avec nous, j'avais comme l'impression que je suis rentrée à l'IFASIC. Donc il vous apprenait de nouvelles choses. Chaque jour qu'il avait réunion. On est en réunion, même pas en conseil de rédaction. On est en réunion. Et j'avais l'impression que je suis retournée à l'école. Donc j'apprenais beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde avait la même perception, mais moi, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et chaque fois qu'il était en conseil de rédaction, c'était encore pire. J'apprenais. Je dis j'apprenais. Ça veut dire que je prenais mon... Il ne savait pas. Un jour, il n'y a pas longtemps, j'étais avec lui en Afrique du Sud. Je lui ai dit, vous savez, aujourd'hui, j'ai mis en place une émission. Cette émission qui m'a amenée ici en Afrique du Sud. Cette émission qui fait que les gens me reconnaissent, secteur porteur d'Afrique. La première fois pour moi d'entendre ce vocable, secteur porteur d'Afrique, c'était dans votre bouche. Il a dit, ah bon, il était en train de prendre son petit déjeuner. Il a dit, ah bon, j'ai dit oui. La première fois pour moi. Parce que chaque fois, lui, il est dans l'économie. Il est dans l'économie, les secteurs miniers. Chaque fois qu'il parlait, il y avait toujours un mot genre, c'est un secteur porteur de croissance. Tout le temps, il parlait des secteurs porteurs. C'était un vocable que j'adorais écouter de mes oreilles. Je te dis, j'adorais écouter. Jusque-là, nous ne connaissons pas le nom de la personne. Oui. Et chaque fois qui parlait de ces secteurs porteurs. Et moi, j'écris secteur porteur. Et après, je me suis dit, maintenant que je ne suis... Parce qu'après, je suis passée par son école aussi, dans sa chaîne de télévision, où j'ai profité, je peux dire au maximum, mais dans l'inconscience. Si je savais que ça allait être encore important pour moi aujourd'hui, même aujourd'hui, en tout cas, si je savais que vraiment c'était une école, j'allais profiter de lui au maximum. J'allais tout prendre. Mais comme c'était la vie, on ne connaît pas demain, on prend ce qu'on peut prendre et on emballe et on avance. Donc, j'ai commencé à créer mon propre chemin. J'ai regardé les autres, je voyais beaucoup de journalistes qui étaient dans la politique. Moi aussi, j'écrivais sur la politique.
Mais je voyais qu'on était nombreux, on était beaucoup, les informations en général. Ok. J'ai dit, bon, je vais un peu me caser un peu. Maintenant, je vais en 2025, il faut que je m'oriente. Je prends l'économie parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes journalistes qui n'écrivent pas sur l'économie, qui ne s'y intéressent pas. C'est vrai, je ne suis pas économiste, ça va être difficile pour moi, mais c'est un défi que je me donne. Ça, c'est une ambition. Là, c'est une décision que vous avez prise Oui. en 2025. Oui, non. Depuis avant 2020, je dis avant 2025. Je me disais déjà, ça fait peut-être 10 ans. Ça fait peut-être 10 ans, oui. 2014, 2024. Ok. Je me projetais 10 ans avant. Je me disais, il faudrait que je puisse prendre un domaine que tout le monde ne pourra pas, comme ça, comme on dit, il y a des caïmans dans chaque métier. Moi, je ne vais pas trouver beaucoup de gens, on sera un peu nombreux et ça va me donner l'espace de respirer. Ok. Et j'étais en train de chercher une émission. Je dis, cette émission, je vais la nommer par le vocable que j'adore entendre. Le vocable qui me fait du bien, le vocable qui me donne la force. Et j'ai donné le nom de l'émission Secteur porteur. Et Afrique, j'ajoute parce que, en tout cas, dans le monde entier, les secteurs porteurs de croissance, on les trouve en Afrique. Ok. Par exemple, le secteur minier, le secteur agricole, tous ces secteurs-là qui sont porteurs de croissance économique, qui sont porteurs de développement, ça se trouve en Afrique. Secteur porteur d'Afrique est devenu aujourd'hui une marque pour moi. Mais Pensez-vous c'est vrai. reconnaître quand on parle du secteur porteur d'Afrique? Oui, oui. Donc, quand il y a aujourd'hui des personnes qui m'appellent maman secteur porteur, il y a des gens qui m'appellent secteur porteur, c'est partout. Or que ça a une origine. Oui, secteur porteur, mais il y a peut-être que je vais vraiment le dire merci, monsieur Willy Kalingaï. Oh, ok. Donc il s'agit de mon patron. Oui, donc Ok. il ne sait pas qu'il a inspiré une personne. Aujourd'hui, je n'ai pas de modèle féminin professionnel, non. Je n'ai pas une femme qui m'a inspirée. Les gens vont dire non, les femmes ne s'acceptent pas. Non, je n'ai pas eu l'occasion de croiser une femme qui m'a inspirée. Peut-être parce que je n'étais pas peut-être proche, trop proche des femmes. Peut-être parce que je n'étais pas encadrée, peut-être non. Mais aujourd'hui, je suis passée par là et je pense que toutes ces personnes qui croisent des hommes comme ça ou des femmes comme ça dans la vie ne peuvent pas passer du temps comme ça et sans rien devenir dans leur vie, c'est impossible. Mais aussi, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Par exemple, pour le compte de mon émission, il y a beaucoup... En tant que femme surtout, quelles sont les difficultés? Parce que vous œuvrez d'abord dans un domaine, dans un secteur où il y a beaucoup plus d'hommes. Oui. Est-ce que vous avez connu des difficultés en tant que femme surtout? Beaucoup de difficultés. Je me dis que déjà dans le métier de journaliste, je ne sais pas si je ne m'abuse, en tout cas avec, je parle avec je sais pas, avec le respect de tout le monde, je ne sais pas si vraiment être une femme, c'est bien pour être journaliste, pour le compte, par exemple. Avec surtout les stéréotypes qu'il y a sur les femmes journalistes. Je Vous ne avez sais aussi pas. été victime Oui, de cela? je ne sais pas être une femme. Par moment, je me dis, bon, je vais prendre mes clics et mes claques, je vais aller dans un autre pays, je vais me caser, je vais faire autre chose. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont peut-être abusé. On abuse toujours. On abuse toujours. Même les médecins, il y a des médecins qui abusent toujours, même qui sont des femmes, qui sont des hommes. Même les avocats, il y en aura toujours ceux qui vont abuser. Même les pasteurs, les gens abusent partout. Mais la coloration qu'on donne aux journalistes, c'est encore pire que tout. Surtout dans ces pays. C'est encore pire. Donc, on croit qu'une femme journaliste, c'est une personne qui est à la merci de tout le monde. C'est une personne qui n'a pas d'honneur, c'est une personne qui n'a pas besoin d'avoir une personnalité, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Peut-être qu'il y a une personne qui a abusé et on colle à tout le monde. Ça arrive. Ça arrive. Nous, on est africains, on est congolais, on dit toujours Mouyaka Moko Afingisi. Peut-être, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Il y a des femmes qui ont leur tête pour tout gagner sur cette terre. Mais nous apprenons aussi que la tête elle-même, le cerveau lui-même ne peut pas permettre à une femme d'émerger dans ces domaines. C'est écrit où? Selon les avis. C'est écrit où? Par exemple, les hommes qui n'ont pas les cerveaux seulement qui les permettent d'émerger quelque part, ils donnent quoi en retour alors? Ils donnent quoi en retour? Bon, je ne sais pas. Moi, je suis chrétienne. Je suis chrétienne et j'ai l'image de... Je vais pas vraiment parler de ça. Les gens vont dire, ah vous... J'ai l'image de mon église, de mon père spirituel. Parce que mon père spirituel, tous les jours, il vient avec un bâton.
Il vient avec un bateau. Lui, il n'est pas là pour cajoler les péchés, non. Lui, il vient pour dire ça, tu ne fais pas. Ça, pour nous montrer que ça, c'est mauvais. Et si on me trouve dans ça, alors que je suis parmi les enfants chéris du... Moi-même, je dis, je suis parmi les enfants chéris du pasteur. Et je cite son nom partout, je marche avec son bendé, les rendis comme ça. Et quelqu'un va me trouver quelque part en train de faire des trucs. Non, hey, excusez-moi. Non, vous êtes libre. Tu vois, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais il y a des choses que, en tout cas, pour l'image de la famille, je ne peux pas. Pour l'image de mon père, je ne peux pas. Monsieur Willy Kalinga, il dit toujours, il a écrit ça dans son bureau, la dignité est une charge qui impose des exigences. Vous entrez dans vos bureaux ici, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas ce qu'il écrit par-ci, par-là, sur sa porte, dans son bureau, tout ce qu'il écrit. Moi, je sais pas, peut-être parce que c'était juste mon parcours que j'avais une autre façon de voir les choses. La dignité est une charge. D'abord, c'est une charge. C'est pas tout le monde qui porte une charge. Et ça nous impose des exigences. Je ne peux pas manger dans la rue parce que je suis Mimi Zena. Parce que je suis journaliste, je dois être modèle. Mais parfois, j'ai envie de manger dans la rue. Parfois, j'ai envie de faire comme... À cause de cette dignité-là, oui. vous dites c'est une charge tu veux être digne. qui vous impose quand même des interdits. Et puis, quel interdit? Ce sont des exigences. Ça veut dire que tu es obligé. C'est une exigence. C'est pas quelque chose que tu peux négocier. Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la femme a compris? C'est la Mimi Zena. Je pense que oui. Bon, moi, je pars toujours sur le sens positif parce que moi, je prends mon cas. Moi j'aimerais bien, c'est votre cas, oui, mais j'aimerais aussi, en parlant de vous, on parle aussi de la société congolaise. Est-ce qu'en observant les femmes aujourd'hui, est-ce qu'elles ont compris qu'elles ont l'obligation de garder une certaine dignité d'elles? Non, quand vous observez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pense... observez TikTok, Facebook, l'image que la femme donne d'elle, est-ce qu'elle a compris cela? Je ne sais pas où on est où notre société est en train de partir. Parce que là, je suis en train, moi-même personnellement, je suis dans les numériques, je suis dans les digitales. Je suis en train d'observer une dégradation terrible, exponentielle. Ça veut dire à la vitesse de la lumière. Ou une petite fille qui a 2 ans, qui a 3, 4, 9 ans, qui te parle comme une maman de 27 ans, de 34 ans. Elle a appris ça où? Chez elle à la maison, ou dans un téléphone, où on n'a pas d'interdit. On n'a pas de charge, on n'a pas d'exigence. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu as tes unités, tu as ton Internet, c'est fini. Tu es obligé de faire tout ce que tu veux. Je ne sais pas si un jour, on pourra arrêter cette plaie. Mais parce que l'État, c'est l'État. Sous d'autres pays où il y avait des comportements, des gens qui s'est comportés dans la jungle, l'État a mis le poing sur la table et ça s'est arrêté. Ça veut dire que c'est possible. Hier, on pouvait se faire arracher une perruque dans la rue. Aujourd'hui, non. Le ministre de la Justice est venu, il a dit non, il faut que ça s'arrête. Tous les Koulouna sont où aujourd'hui? Mais il y a d'autres même qui n'étaient pas de Koulouna, des délinquants, des voleurs, qui pouvaient t'arracher ton smartphone dans la rue sous le regard impuissant des passants. Parce que la personne qui passe sait que si je m'attaque à Louis, il va se retourner contre moi, il va me tuer, il va me réprimer sévèrement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Tu peux avoir ta perruque depuis la maison, tu ramènes ta perruque au bureau. Et non, c'est à un point. Oui, donc, mais n'est-ce pas ça une avancée? Oui. N'est-ce pas ça des signaux qui peuvent nous confirmer que toutes ces choses peuvent changer? Ça veut dire que quand on veut, on peut. Mais aujourd'hui, je peux dire que l'analyse, elle est très amère. Elle est très amère. Je me pose des questions. Est-ce que je vais éduquer mes enfants au Congo? Ou je vais éduquer mes enfants dans une autre société? Ou peut-être que ça ne sera pas ça? Ça sera autre chose, ça sera peut-être entre guillemets l'homosexualité ou tout. Donc mais qu'est-ce que nous faisons de notre société? Nous déjà côté Nabiso, nous devons faire quelque chose. Mais Mimi Zena, où est entré le mal? C'est dans nos familles, la cellule de base, c'est à l'école, c'est à l'église. C'est à quel niveau le mal, en tout cas, est entré pour détruire cette société? Le mal ne va pas choisir par où entrer.
le mal n'a pas besoin de choisir. Le mal va entrer partout où il y aura une porte. Partout où il y aura une porte, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, le mal est entré avec un véhicule qui s'appelle le laisser aller. Est-ce les responsabilités de parents? Je dis de tout le monde. Il y a un véhicule qui s'appelle laisser aller. Ça veut dire que l'enfant a le droit de faire tout. C'est un enfant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les droits de l'enfant, il y a le droit. On ne peut pas réprimer un enfant, on ne peut pas faire... Je ne dis pas qu'on doit battre les enfants, il y a la loi 00 qui portant protection de l'enfant. Mais je dis par exemple, s'il y a des adultes qui font des choses qui vont troubler les enfants et les enfants seront perdus et que les enfants ne vont pas avoir de repères, ce sont les adultes qui doivent être punis. Et une punition qui soit exemplaire pour désactiver des choses qui peuvent naître dans le corps des enfants. Si déjà ceux qui le font ne sont pas pourchassés, ne sont pas réprimés, et ceux qui viendront le faire, ils vont trouver une société comme ça, ils vont trouver que c'est normal, ils vont penser qu'on vit comme ça, et ils vont adopter, et ça sera comme ça de génération en génération. Nous avons besoin aujourd'hui des dirigeants qui vraiment, comme le président de la République a fait pour l'Est du pays, on a crié, négocie. Il a refusé de négocier. Ça veut dire que vous pouvez monter, vous pouvez descendre, le mal ne passe pas. Si vous décidez ainsi et que vous n'allez pas faire passer le mal pour n'importe quel prix, le mal va s'arrêter. Le mal n'aura plus d'issue, le mal ne pourra plus passer, il n'y aura plus de chemin pour que... Et le mal va s'éteindre. C'est comme ça qu'on doit... Mais si on a un laisser-aller, on gâche tout. Nous étions en train de parler aussi tout à l'heure de Mimi Zena, de son parcours, des difficultés qu'elle a connues. Vous étiez en train de parler des difficultés. En tant que femme, quelles sont ces difficultés-là qui aujourd'hui vous dites « j'ai tenu bon malgré ça ». Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, moi. J'ai eu beaucoup. Je ne voudrais pas parler de ça ici, sinon ça va décourager beaucoup de gens. Je ne voudrais pas aussi souhaiter à n'importe qui, à n'importe quel journaliste de pouvoir subir cela. J'ai eu des difficultés. J'ai travaillé, comme je dis, dans ma marche là, j'allais par-ci par-là, je demandais à passer à la télé, c'était pas facile. Ici aujourd'hui, tout le monde veut passer à la télé, passe à la télé. Hein. À l'époque, pour passer à la présentation, pour être validé, c'est compliqué pour passer. Moi je me rappelle, hein, moi j'ai encore ces images là où la personne pour me laisser passer à la télé, la présentation me disait, mais tout le monde est passé sur le... Comment bien oui, tout le monde est passé sur le fauteuil. Ouais. Toi, tu ne veux pas passer, donc tu espères passer à la télé. Excusez-moi pour les gens. Donc c'est quand même vrai aussi l'image qu'on donne aux journalistes. Et je suis jamais passée. Et on s'est dit, quand elle est comme ça mise au devant, c'est qu'elle est passée sur le canapé. Et je suis jamais passée sur cette télévision-là. Et aujourd'hui, je suis d'ailleurs plus visible à la télé que cet homme-là. Que cette personne-là qui m'avait dit ça. Si peut-être que je suis une mauvaise fille, j'allais peut-être le poursuivre. J'allais dire, bon, j'étais dans mes premières années professionnelles, mais le monsieur, il m'a fait ceci, il m'a fait... J'ai jamais fait ça. C'est une façon aussi de dénoncer. Oui, je dénonce, ça existe, mais si tu as un esprit faible, tu vas faire quoi? Tu vas te dire, bon, d'ailleurs, écoute, on a raté, personne ne me verra, et tu prends les risques et peut-être tu vas perdre. C'est à cause de ça, on voit des jeunes filles mourir à 27 ans. Tu sais pas avec qui tu deals. Tu sais pas si il devient crapaud la nuit ou quoi. Tu vas dealer avec lui et puis demain il va... Nous, en tout cas, moi je suis vraiment spirituelle. Vous voyez, moi je suis vraiment spirituelle. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, bon, ça c'est une femme. Elle ne va pas aller loin. De toutes les façons, elle est juste en train de s'envoyer. C'est seulement les peu d'énergie qu'elle a. Elle n'ira jamais loin. C'est fini, c'est fini. On vous limite. On vous limite. Et aussi, il y a des choses genre, tu vas même chez un pasteur. Tu vas même couvrir un événement d'un pasteur. À l'époque, déjà, séminaire chez le pasteur. Tu trouves un pasteur qui te dit, tu viens avec qui? Bon, moi, je vais te prendre en charge. Je prends ta maison. Qui paye pour toi ta maison? Et t'es comme si... concubine, c'est ça. Oui, il joue juste avec toi pour voir si t'es passive ou quoi. Tu lui dis, monsieur, arrête. Je ne suis pas venue pour ça. Je viens pour travailler. Oh non, mais tes amis les font. Tes amis les font. Ça veut dire d'autres personnes les font. Ça veut dire que toi, tu vas faire la même chose. Pourquoi pas toi? Je n'accuse pas des journalistes femmes.
je dis, je répète ici que partout, dans toutes les troupes, il y a toujours des brebis galeuses. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui est passé par là, qui a abusé. Mais ce n'est pas tout le monde. Et les gens doivent enlever de leurs idées qu'une journaliste, c'est la femme à tout le monde. Non. Une journaliste, c'est la copine à tout le monde. Non. Il y a des journalistes qui gagnent leur vie sans pour autant faire des deals. Je sais, il y a des femmes, pas seulement journalistes. Moi, je dis journaliste parce que je suis femme de médias. Mais il y a d'autres femmes qui travaillent à la banque sainement, qui gagnent très bien leur argent. Et il y a des hommes qui savent que là-bas, si je vais, je ne vais pas accepter. Si je vais, il n'a même pas le courage parce qu'il sait que si je pars là-bas, je ne suis pas le bienvenu. Ça veut dire qu'il faut enlever ça décourage aussi les enfants. Les petites filles d'aujourd'hui qui voudraient devenir comme Mimi Zena. Ils se disent, avec toutes ces conditions-là, comment je peux m'en sortir avec tout ce qu'elles entendent. Et les hommes, et vous voyez aussi les journalistes, elles sont tout le temps célibataires. Pourquoi? L'homme l'a c'est aussi ça, l'homme a peur. Baba l'a raté, Bandumba et tout. Je vais épouser une femme qui est tout le temps à l'Assemblée nationale, tout le temps, là où il y a 500 hommes là-bas, tout le temps au Sénat, là où il y a... Tout en visible, avec là où les contacts qu'elle a. Elle va aller à l'inspection générale de la police, là où il y a 1500 beaux gars qui sont là. Colonels et généraux. Habillés, tu vois. Les hommes ont... Donc on est stigmatisés. On est discriminés, nous les femmes journalistes. Un homme veut t'approcher, mais là, on te dit, elle sera toujours, surtout elle là. Si c'est moi, c'est janvier comme ça, elle est à Cape Town. Février, elle est en Égypte. Elle ne sera jamais là. Mon frère, quand je serai dans ta maison, je n'irai plus là-bas. C'est promis. Bon, Mimi Zena a parlé. Quand elle sera dans votre maison, là, elle sera plus comme libre, ça. mais quand je serai dans ta maison, je ne partirai pas. C'est promis. Je pars parce que je suis encore libre. Mais quand ça sera le deal là, je ne vais plus partir. C'est déjà une demande qu'elle a introduite. Non, donc, ça, c'est pour rire. Ouais, ça j'ai compris. Mais Mimi Zena, c'est aussi une question un peu personnelle, si vous me le permettez. Quelles sont les grandes erreurs que vous avez commises dans la vie? Qui aujourd'hui, Mimi Zena, quand elle reste silencieuse, elle s'est dit, ça, je n'aurais jamais dû. Si je suis arrivée ou si j'ai manqué ou j'ai raté ça, c'est parce que j'ai commis telle ou telle autre erreur. Des grosses erreurs, banales et bêtes. Ok. Des grosses erreurs banales et bêtes. Je croyais ou je crois, je ne sais pas encore. Je crois sur parole. Okay. Quand tu me dis, ah, je te crois. C'est une qualité, non? Non, c'est trop... Je ne sais pas. Quand tu me dis, je veux faire ceci, je te crois. Avant, parce qu'avec l'expérience, tu t'es décidé, c'est à cause de ça que tu vois, il y a des gens aujourd'hui, il a l'argent, il a tout. Il peut te voir là dans la rue, tu manques de tout, il ne te donne plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abusé de la confiance. Moi, c'est la confiance absolue. C'est la confiance absolue. Ça veut dire que je fais confiance aux gens qui me donnent leur parole. Évidemment. Parce que moi-même, je suis esclave de ma parole. Même à la maison, même mes parents le savent. Quand je dis à quelqu'un que je vais te donner, même si je dors, je me rends compte que je ne devais pas te donner. C'est trop tard. Je ne change pas. Ça fait mal dans mon cœur, je ne change pas. Je dis, bon, j'ai déjà signé, j'ai déjà dit que je vais... Bon, j'accepte quand même, je donne. De parole. Oui. Moi, la seule chose qui me caractérise, c'est le respect de la parole donnée. Et quand je grandissais, j'ai été éduquée comme ça. Quand je dis la vérité, c'est de la... Je ne dis pas le mensonge, je ne te mens pas. Si je veux, je veux. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup détruit. Parce que je faisais confiance aux gens, aux amis, aux potes. Finalement, des personnes qui avaient double face. Qui venaient, non, on va faire une association, on va mettre en place une entreprise. Oh, notre entreprise va t'appeler comment tel. Toi, tu vas t'occuper des documents. Tout ça. La personne va faire des documents en son nom, tout sans... Moi, j'ai juste confiance. Je sais qu'on a parlé. Ne vérifiez rien. Non, je sais qu'on a parlé. Bon, à cause de ça, je dis un peu naïve, trop bête et tout ça. Ça, c'est la grosse erreur de ma vie. Et aujourd'hui, je suis en train de chercher à sortir de là. Parce que c'est devenu... naturel, ma manière de vivre, c'est moi en fait. Quand quelqu'un me dit en tout cas rassure-toi que je vais faire, je te crois sur ta parole et si tu fais pas, c'est ton problème. Mais au moins moi je t'ai cru sur parole. Mais après,
Après beaucoup de temps, je commence à comprendre pourquoi il y a d'autres personnes qui sont insensibles. Ça veut dire même si tu viens lui dire quelque chose, tu viens lui expliquer quoi que ce soit, il t'écoute ici, ça passe là-bas. Tu vas croire que cette personne est mauvaise. Non, la personne n'est pas mauvaise. La personne a tellement trop vécu que la personne On dit s'est mise... l'expérience rend mieux. Voilà, la personne s'est mise dans une position de la défense, que tout ce que tu vas lui Elle se raconter, protège. jamais la personne sera sensible. À cause de ça, on dit, oh non, on a besoin de cabaret. Attends, Et il ça vous a malade. détruit ou ça vous a aidé à vous Ça améliorer? m'a beaucoup détruit. Ça m'a fait plusieurs pas en arrière. Imagine que tu es déjà bien avancé et que tu découvres que l'entreprise que tu as n'a pas ton nom, tout ça. Alors que tout ça, donc tu fais des vies, comment on dit, éternelles répétitions. Tu te répètes, ah bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Tu recommences. Tu fais ceci, tu donnes à quelqu'un l'argent, va payer quelques jours après, on te dit, non, madame, vous avez une dette. Quelle dette j'ai déjà payé? Oh non, j'ai envoyé quelqu'un. Non, 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 vous n'avez pas payé. La somme que j'avais payée avant, je suis obligée de la repayer. Donc, j'ai fait plusieurs fois des retours en arrière dans ma vie. Et je pense que j'ai décidé finalement de... En tout cas, je ne sais pas si ça sera comment, mais de ne plus être sensible. C'est pas bien en tant que chrétien. Parce que en tant que chrétien, il faut être sensible. Il faut être sensible, non? Mais c'est très important de ne pas être sensible à tout si vous voulez aller loin maintenant. Ça, c'est la leçon. Ça, c'est l'expérience. Okay. Si vous voulez aller loin, vous allez être sensible à certaines choses, à pas toutes les choses. Pas toutes les choses, parce que quand vous êtes sensible à tout, c'est fini, on vous ramasse partout. Il suffit qu'une personne vienne vous mentir avec un visage des enfants. C'est fini, il va vous avoir. Mais avant, j'étais comme ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est le défaut des autres personnes. Moi, c'est mon grand défaut. Je n'appelle pas ça défaut, c'est une faiblesse. Et j'ai fait un effort de remonter, de sortir de là. Maintenant, aujourd'hui, je commence à mettre en place mon cerveau. Okay. Si je suis devant une situation, je réfléchis. En tout cas, avant, c'était le cœur. Maintenant, c'est le cerveau. Hein. Maintenant, c'est le cerveau. Okay. Avant, c'était le cœur d'abord. J'ai pitié de lui. Mais aujourd'hui, maintenant, est-ce que cette personne est-elle vraie? Est-ce que ce que dit la personne, qu'est-ce que ça m'apporte? Si je fais ça, qu'est-ce que ça gagne? Et si ça barde? Je commence à tellement réfléchir que finalement, je prends une décision qui mûrit. Et là, je ne tombe plus dans cette erreur. Pas facile. Le thème national, je rappelle encore, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Mimi Zena, après votre parcours, après vos expériences, aujourd'hui vous êtes arrivée où vous voulez? Non, 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 non. Non, j'ai encore un long parcours. Je suis même pas... j'ai même pas quitté le décollage. Je suis toujours en train de décoller, ouais. Ok. Ouais, je suis toujours en train... Si vraiment c'est quoi votre destination? C'est quelque part. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir parce que j'envisage grand, j'ambitionne grand. Je ne voudrais pas dire les étapes que je vais... Mais je m'attends, je suis prête, je m'attends à beaucoup de choses et j'ai de l'énergie pour ça. J'ai la motivation pour ça. Aujourd'hui, je ne suis même pas encore arrivée. Je suis en train de décoller. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est le décollage. Mais quand je vais prendre mon vol... calmement, ça va aussi jusqu'à arriver à destination. Quand je vais arriver, vous allez venir constater que je suis arrivée. En tout cas, retenez que je suis encore au décollage. Vous avez parlé tout à l'heure de motivation pour terminer. La région me fait signe que nous devons clôturer. Mais Mimi Zena, dans une société où évoluer n'est pas facile, être femme n'est pas facile, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne cette force-là de tenir toujours la tête bien haute, de dire que malgré le coup, les blessures, les échecs, les humiliations, je vais continuer et j'y arriverai jusqu'au bout? C'est mon ambition. C'est mon ambition il y a 10 ans. Je vous ai dit que tout ça, c'est fait en 2012, quand j'ai terminé, parce que moi j'ai fini à l'IFASIC. J'ai fait le graduat et la licence là-bas en communication des organisations. J'ai terminé en 2012-2013. Et j'avais un enseignant qui s'appelle Claude Eyalé. Claude Eyalé, qui m'a enseigné le cours de gestion d'une agence et qui me disait toujours: je serai fière de toi, Zena, si j'apprends que tu as créé quelque chose de nouveau, quelque chose de visible, parce que tu prétends être brillante. Il me disait comme ça: tu prétends être brillante ici, mais je serai ravie partout, je serai même vieux, un vieillard là, et je vois que un de mes enfants ou une de mes étudiantes
va créer une entreprise. Il m'a dit ça. Et il y a aussi, oui, il y a aussi Alain Coy. J'ai déjà créé une entreprise. Ok. Ouais, j'ai déjà créé, à l'époque de guichet unique, j'ai déjà créé un établissement. Donc, secteur porteur est dans un établissement qui s'appelle Z-Winner Agency. Donc, c'est déjà une agence et qui évolue. Et demain, on va avancer. Donc, je ne suis pas encore arrivée. Je vais arriver quelque part et je serais fière de ce parcours-là. C'est vrai, c'est pas un parcours linéaire. C'est vraiment un parcours qui est zigzag. Et je ne pourrais pas vous dire, excusez-moi, je ne pourrais pas vous dire qu'à un certain moment, c'était bien. À un certain moment, je n'ai pas encore de couleur à donner. Je n'ai pas encore de couleur à donner. C'était pas facile, mais c'est une belle expérience. C'est une passion que j'aime. Je suis tellement passionnée. Et je suivais une chaîne étrangère. Je dis... Je priais en suivant la chaîne. J'ai dit, oh, je vois innovateur, innovation. J'ai dit, Seigneur, moi je vais créer quelque chose qui n'existe pas, qui va me faire parler. Comme l'a dit votre enseignant. Je le jure sur la tête de ma mère. J'ai dit ça plus de 1000 fois. Quand je vois quelqu'un qui est passé, qui a créé, je ne sais pas, un tensiomètre ou quoi, qui a créé, je me disais, moi, quand est-ce que je vais créer quelque chose qui va faire parler de moi, même sur les chaînes étrangères, tout. J'étais en train de dire, ouvre mon cerveau. J'ai prié, en tout cas, j'ai beaucoup prié pour ça. Alors que je ne savais même pas que j'étais assise sur secteur porteur d'Afrique. Et aujourd'hui, secteur porteur d'Afrique. Et vous êtes aujourd'hui madame secteur porteur d'Afrique. C'est les noms que je donne. Et en tout cas, j'espère que l'avenir sera encore meilleur. Ces belles expériences difficiles, mais elles sont meilleures pour moi. Parce qu'elles caractérisent la femme que je deviens aujourd'hui. Femme et résiliente. Elle est Mimi Zena, amour de la femme. Et surtout, j'aimerais bien que vous vous adressiez à toutes ces filles, jeunes filles, aliphaciques aujourd'hui, qui se battent, qui ont déjà même abandonné parce qu'elles se disent, avec tout ce que j'ai entendu, avec les difficultés que je connais, je préfère ne pas continuer parce que je ne pourrai pas tenir devant ça. Un mot? C'est une grosse erreur d'abandonner. Si tu abandonnes, tu auras même perdu tous les efforts que tu as déjà entrepris depuis que tu as commencé. Comme on dit, cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? On est déjà tombé, est-ce qu'on peut tomber encore? Ça veut dire que tu es comme sur parachute là. Tu t'es lancé dans le vide. Débrouille-toi pour atterrir. Parce que tu ne peux pas dire que non, je retourne dans l'avion. C'est impossible. C'est aller sans retour. Donc quand tu te décides de te faire quelque chose, fais-le. Les difficultés, ce sont des étapes, ce sont des escaliers. Ah, aujourd'hui, je parle de ça. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui, j'allais tenir ce langage-là. Parce qu'il y a des temps où vous me voyez, je suis en train de sourire. Mais ça ne va pas chez moi. Et ce que j'aime chez moi, même si je manque de tout, ma mère me dit toujours, même si tu manques de tout, peigne tes cheveux, par contre, ma fouta, tu as poudre, tu as rouge à lèvres, mes parfums, repasser là-bas, et ta sandale. Ça la vie là. Faut pas que les gens sachent que maintenant là il y a le feu chez toi. Et puis parce qu'avant j'étais comme ça. Quand ça brûle, tu vois que ça brûle. Quand c'est bon, tu vois que c'est lumineux. Mais aujourd'hui, tu vas jamais savoir. Tu vas jamais savoir que bon, on a outil en Afrique du Sud, na des fois qui en gros pour payer mon billet, mon hôtel et tout ça, tu vas jamais savoir et que je suis en train de payer. Tu vois, donc n'abandonne pas. Jeune fille, n'abandonne pas. Déjà, nous les femmes, on a beaucoup d'opportunités. Ça, vous ignorez. Vous pensez qu'on a toujours des freins. On a beaucoup d'opportunités. Tu peux être quelque part, tu postules. Vous êtes à égale compétence. Maman, il peut y avoir 11. Mais bataille aux hommes, moi, aux hommes, on encourage la femme. Donc, bats-toi, rends-toi compétente. Kota classe, ça la formation. Punda, même essai technique, ça, et simbi, et Simba. Mais je voulais aussi dire merci à toutes les personnes qui m'ont accepté, par qui je suis passée, parce que sans Bango, je ne pouvais pas aller à l'étape suivante. À toutes ces personnes vraiment qui m'ont encadré et aujourd'hui que j'appelle toujours papa, j'affectionne quand je croise dans la rue, je les embrasse, tout ça. Tout ce monde-là, Papa Kazadi, Monsieur Dédé, Monsieur Wak, tous ces mondes-là qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours, mes amis, mes potes à moi, surtout mes parents, en tout cas, je dis beaucoup merci. Et surtout merci à vous, Rachel. Merci vous êtes une femme que j'apprécie beaucoup. Merci. Et je vous ai donné ce conseil, fais comme moi.
ou faites comme moi. Et cette émission, elle sera la plus grande. Parce qu'aujourd'hui, les émissions des femmes, on n'en a pas beaucoup à la télé. Merci beaucoup Mimi Zena, c'était vraiment l'honneur que vous nous avez fait de venir ici sur ces plateaux pour couper les rubans de cette série de femmes que nous allons recevoir pendant ce mois de mars, puisque c'est pendant cette période est dédiée à la reconnaissance des réalisations de femmes dans divers domaines. Alors vous êtes aussi femme, vous voulez vous faire connaître, vous voulez qu'on parle de vous, vous voulez aussi être sur cette chaise où se trouve présentement Madame Mimi Zena. N'hésitez pas de nous contacter à ces numéros-là. Ça a toujours été un plaisir d'être dans vos maisons. Femme reste femme et résiliente. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.